Bonjour et bienvenue à l'émission Parole de champion sur la chaîne du Comité national olympique marocain. C'est un espace dédié pour les sportifs marocains qualifiés ou en cours de qualification pour les Jeux olympiques qui auront lieu au mois de juillet et au mois d'août à Tokyo, au Japon. Cet espace nous permet aussi de découvrir le parcours de nos sportifs, qu'est-ce qui les motive et comment ils préparent ce grand rendez-vous planétaire, les Jeux olympiques. Aujourd'hui, nous rencontrons un grand sportif, un escrimeur, Houssem El-Kouri. Houssem, bonjour. Bonjour Hassan, bonjour tout le monde. C'est un réel plaisir de t'avoir avec nous et d'échanger avec toi sur ton parcours. Merci d'avoir accepté notre invitation à Parole de champion. Bah écoute, c'est avec grand plaisir et puis ça me fait toujours plaisir de pouvoir partager mon expérience et puis de pouvoir parler d'un peu de mon parcours et puis de l'escrime. Tout simplement. Alors, à chaque fois que je te vois, je pense à Tarragone, les Jeux méditerranéens, ta médaille de bronze. Effectivement, ouais. Et moi, j'ai toujours la question, Houssem gagnait son combat et comment, vers la fin, ça lui a échappé en quelque sorte face aux Français, je pense, en quart de finale. C'était en demi-finale. En demi-finale. Effectivement, et c'est là en fait tout le charme ou j'ai envie de te dire la difficulté de l'escrime, c'est que tu peux mener de 10 touches et au final te faire rattraper par ce que je peux appeler des démons, te dire en fait l'impression d'avoir peur de gagner ou d'avoir être trop sûr de gagner. Ouais. Et je saurais pas te dire, c'est un peu un mélange des deux. Et même moi aujourd'hui actuellement je pourrais pas te dire qu'est-ce qui a fait que de passer où je crois que je mène plus 6 ou plus 7 et ouais. je finis à 15-13 pour mon adversaire pour au final faire une finale pour faire une finale aux Jeux méditerranéens. Et j'ai envie de te dire, c'est dommage, mais bon, c'était aussi ma première compétition internationale depuis très 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 longtemps. Ouais. Et de pouvoir en fait regoûter un peu à l'odeur de cette médaille, ça laisse un petit goût amer, mais ça laisse quand même une médaille. En tout cas, moi, je me rappelle très bien et je t'avais posé la question à Houssem. Je t'ai dit, en demi-finale, face aux Français, tu avais 7 points d'avance et qu'est-ce qui s'est passé? Et tu m'as donné une réponse qui était très intéressante et que j'ai envie de partager avec les personnes qui nous écoutent et aussi te le rappeler. Tu m'as dit, peut-être, j'ai pensé à la finale avant d'avoir fini ma demi-finale. Effectivement, ouais, c'est ce que je te disais juste avant. C'est des fois pas par excès de confiance, mais par projection. Et c'est souvent ce qu'on nous dit dans le sport et de faire attention à vivre l'instant présent. Ouais. Et c'est vrai que des fois, du coup, je m'étais vraiment peut-être un peu projeté trop loin. Et s'il arrive, le sport de haut niveau, ça paye cash. Et si t'es pas à l'instant présent sur la piste, tu perds ton match, malgré que tu mènes de 7 touches. En tout cas, c'était une belle médaille de bronze et une belle leçon. Comme quoi, tu viens de le dire, rester présent sur chaque point et construire point par point. Effectivement, ouais, je pense que c'est dans tous les sports, de haut niveau, il y a rien qui est déjà joué. Donc, faut vraiment être présent de A à Z, de la première à la 15e touche ou de la première à la 5e minute pour le judo et dans tous les sports, quoi. Il faut être vraiment focus tout le temps. Et il y a eu aussi une autre belle médaille d'or. C'était à Rabat, au mois de juillet-août 2019, lors des Jeux africains. Ouais, effectivement. Et tu vois, ça revient un peu à ce que tu discutes sur le côté vivre l'instant présent. Et je gagne 15-14, donc d'une touche aux Jeux africains. Ouais. Et au final, je menais à vouloir finir le match trop rapidement. Je menais d'une touche 14-13, il revient à 14 égales. Et en fait, à ce moment-là, peut-être, j'y ai pas pensé à ce moment-là, mais de se refocaliser en se disant, faut vivre la touche actuelle.
maintenant, pas celle qui va te faire gagner ou celle qui va te faire perdre, mais vivre, enfin, tirer la touche maintenant. Et au final, ça s'est bien passé, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, une belle médaille d'or aux Jeux africains. Ouais, une belle médaille, une belle médaille. Alors, Houssam, aujourd'hui, tu as 28 ans. Ouais. Tu es en course pour la qualification aux Jeux Olympiques de Tokyo. Tu es pratiquement qualifié. Mais avant de parler de la qualification, je voudrais te demander comment ta rencontre avec l'escrime s'est établie, s'est faite. Comment tu as rencontré ce sport qui est l'escrime? Alors moi, j'habite en France, à Levallois, qui est une grande ville de sport, grâce à un maire qu'on a eu qui était Patrick Balkany, il fait une grande politique sportive à Levallois. Et il a emmené beaucoup de sports. En fait, c'est la première section omnisport de France. D'accord. Et du coup, c'est vrai que ma sœur a commencé l'escrime, ma sœur qui est 5 ans mon aînée, qui est en sélection depuis pas très longtemps, et du coup a commencé l'escrime plus tôt que moi. Donc moi j'allais sur les compétitions avec mes parents à suivre ma sœur. Et du coup, en fait, dès mon plus jeune âge, vers 4-5 ans, je commençais à toucher des épées, à toucher des fleurets. Et du coup, mes parents, pour m'occuper, quand j'étais plus jeune, ils me disaient, bah écoute, on va t'inscrire au sport. Et ils m'ont inscrit à l'escrime. Ils m'ont inscrit au foot, ils m'ont inscrit à l'escrime, ils m'ont inscrit à la lutte. J'ai un peu touché tous les sports au départ. Oui. Et c'est vrai que de fil en aiguille, bah vers 8-9 ans, j'ai fait que du foot et de l'escrime. Et j'étais plutôt bon dans les deux jusqu'à mes 14-15 ans. J'ai arrêté l'escrime pendant une année à 14 ans. D'accord. Pour pouvoir faire du foot. Et une mauvaise expérience au foot où j'ai pas réussi à m'investir comme je le voulais, qui m'a fait basculer à l'escrime. Et en fait, dans l'année qui suit, j'ai commencé à avoir des résultats au niveau international. Et j'ai pas décroché depuis, quoi. Donc je pourrais dire que je fais de l'escrime depuis maintenant 23 ans. Mais une petite parenthèse d'1 an, mais 23 ans d'escrime. Et ça a impacté ta vie en quelque sorte. Ouais, effectivement. Moi, j'en parle super facilement parce que il y en a plein qui arrivent sur des sports assez tard. Moi, je suis arrivé très tôt. J'ai eu de la chance d'avoir des très bons formateurs, des petits, et je pense que ça a un grand impact, pardon, sur mon aspect attache à l'escrime. Et du coup, j'ai gardé ça et j'ai continué, du coup, vraiment, en passant toutes les catégories, hein, au niveau régional, national, international, et puis, j'espère, si tout se passe bien, Inch'Allah, les Jeux Olympiques, cet été. Alors, Houssem, est-ce que la pratique de l'escrime, la pratique du sport en général, puisque tu as fait pas mal de foot aussi, est-ce que ces pratiques sportives t'ont aidé dans la réussite scolaire, dans ta réussite sociale, environnementale? Effectivement, comme tout sport de combat, toi, je sais que tu viens du karaté, et comme tout sport de combat, on t'apprend de base deux choses. On t'apprend la discipline et le respect des maîtres. Tout à fait. Et donc, le respect du partenaire. Et le respect du partenaire. Ça va de soi juste après. Et en fait, on va dire ces trois grandes classes. On fait, je pense, ce que je suis aujourd'hui. Et en fait, ça m'a appris la discipline, même si mes parents étaient là à la maison pour m'apprendre la discipline, mais d'avoir un encadrement sportif a fait que j'ai eu la réussite au niveau scolaire aussi. Et puis le respect des maîtres d'armes, l'envie d'apprendre quand tu fais du sport quand tu es emmené à faire du sport de haut niveau. Je pense que le côté apprentissage et l'envie d'apprendre, elle se retrouve dans le sport de haut niveau et elle se retrouve à l'école également. Complètement. Aujourd'hui, tu es pédicure podologue de métier et tu es installé à ton compte, tu as ton propre cabinet. Ouais, effectivement. Effectivement, je suis installé depuis maintenant 4 ans. Et pourquoi ce choix de ce métier, de cette profession paramédicale? Alors, dans le monde du sport, on a un staff toujours autour de soi, que ce soit d'entraîneurs ou de médecins ou de paramédicaux. Oui. Et c'est vrai que moi, ça a été un
un choix dès plus jeune. Je voulais faire soit kiné, soit podologue. D'accord. Et en fait, c'est l'expérience avec un des podologues de l'époque qui me suivait, qui m'a dit, bah tiens, ça serait bien de venir faire un petit tour, voir un peu comment je travaille et puis de voir un peu comment ça se passe. Et l'envie m'en est venue. Et je me suis dit, de toute façon, si vraiment j'ai envie d'avoir une carrière de sport à haut niveau, bah j'aimerais bien être indépendant et pouvoir continuer à m'entraîner autant que je le peux et d'avoir quand même un métier à côté qui me permet de pouvoir avoir un équilibre. Alors, Houssem, on revient aux Jeux Olympiques. Là, tu es classé 19e mondial. Tu es pratiquement sûr d'être qualifié. Moi, j'aimerais te poser la question, comment tu vis ce rêve olympique, cette qualification très bientôt, Inch'Allah, olympique? Bah, tu sais, moi, je l'ai caché depuis très longtemps. Et c'est vrai que j'attendais un peu de pouvoir partager ça. Et en fait, depuis tout petit, je m'étais écrit une lettre. Je m'étais écrit une lettre en me disant que je participerais un jour ou l'autre aux Jeux Olympiques. Olympique. Ouais, et je devais avoir, je te dis, peut-être 10-11 ans. Et je me suis en fait écrit une lettre en me disant, Oussam, tu feras les Jeux Olympiques. Et moi, j'ai eu l'expérience. Ma sœur a pu aller aux Jeux Olympiques à Sydney, mais en tant que spectatrice. Oui. Et du coup, c'est vrai qu'elle avait gagné un concours et ça lui avait permis d'aller aux Jeux Olympiques en tant que spectatrice. Et puis moi, je lui avais dit, waouh, c'est quand même quelque chose d'énorme, les Jeux Olympiques. Et c'est vrai que je m'étais dit, Oussam, tu feras les Jeux Olympiques un jour ou l'autre. Et c'était quelque chose que je m'étais écrit, c'était une lettre que je m'étais écrit et que j'avais gardé au plus précieux de moi. Je crois que je l'ai encore, la lettre. Je dois l'avoir. Extraordinaire, ça. Donc, à 10 ans, 11 ans, tu écris une lettre à toi-même en te promettant d'un jour faire et participer aux Jeux Olympiques. C'était un rêve pour toi? Ouais, c'était un rêve pour moi. Et puis, je te dis, même mes parents étaient pas au courant. C'est vrai que je leur parlais tout le temps des Jeux Olympiques, des compétitions internationales. Ouais. Et c'est vrai que moi, mon rêve, c'était ça. Et de me dire que je le touche, dans pas très longtemps, officiellement, je le touche. Bah, c'est extraordinaire. C'est quelque chose que j'aurais pas pu, que j'imaginais. Au final, j'y croyais. Si je l'écris à 10 ans, c'est que je le crois. Et c'est aussi grâce à ça. Moi, je me rappelle en mars 2020, c'est-à-dire il y a un an, on était pratiquement au comité olympique, dans l'attente du dernier tournoi pour confirmer ta qualification. Tu avais une ascension fulgurante, de belles performances, et puis les Jeux, la pandémie, les Jeux reportés. Comment tu as vécu ce report des Jeux d'une année? Alors au début, très difficilement parce que, comme je te dis, c'est des sacrifices depuis. Alors là, pour la préparation de Tokyo depuis 3 ans, mais si tu prends depuis le début, depuis que je suis rentré en sport-études, pour vraiment mettre à fond dans mon projet depuis que j'ai 15 ans. Du coup, en fait, c'est beaucoup d'années de sacrifices en te disant, bah, on va t'enlever ce que t'attends le plus au monde. Ouais. Et puis après, en fait, moi, ma plus grande hantise, c'était que les jeux soient annulés. Et c'est vrai que cette période un peu de pas savoir si c'était annulé, si c'était confirmé, enfin si c'était reporté, c'est vrai que cette attente, je l'ai très mal vécue. Période d'incertitude. Facile. Ouais, période d'incertitude. Et c'est vrai que quand tu fais du sport et que t'es plutôt cartésien, bah de pas avoir de projection est très dur. Et du coup, c'est vrai qu'après, en relativisant par rapport au risque sanitaire, au contexte médical qui était celui de l'époque en mars 2020, du coup, bah tu relativises et tu te dis, bah en fait, je préfère que mes parents soient en bonne santé, que ma famille soit en bonne santé, et de pouvoir du coup après d'avoir les jeux un an après, c'était un soulagement, quoi. Donc, dans un premier temps, déception, inquiétude que les jeux soient complètement annulés. Puis après, tu remontes tout ça, tu relativises, tu donnes de la priorité à la santé de tes proches. Mais est-ce que tu as continué quand même à t'entraîner pendant cette période de confinement, de pandémie? Alors oui,
pendant le confinement, j'ai eu de la chance. J'ai été confiné dans l'ouest de la France, donc du coup avec un jardin et de pouvoir un peu me déplacer, d'avoir un peu de verdure, on va dire, mais pas dans mon appartement sur Paris. Et du coup, j'en ai profité pour un peu déménager un peu de matériel et pouvoir pas de matériel d'escrime, mais du matériel de préparation physique basique, hein, des poids et une corde à sauter, et de pouvoir continuer à m'entretenir physiquement pendant cette période-là. Et dès qu'on a pu regagner les salles de sport au mois de mai, courant mai, j'ai repris les leçons avec mon entraîneur, et puis on a repris la préparation physique avec mon préparateur physique, et puis aussi le travail mental à ce moment-là. Le mental. Sam, justement, quand tu dis que tu as repris tes entraînements, aujourd'hui, quel est ton volume horaire d'entraînement? Tu t'entraînes tous les jours, quelques jours par semaine? Comment tu organises ton entraînement? Alors, c'est vrai qu'avec le travail, je m'organisais avant le confinement, enfin avant la pandémie, je travaillais 3 jours pleins au cabinet. J'avais 2 jours où j'étais disponible complètement pour pouvoir m'entraîner matin et après-midi. Et les jours où je travaillais, je m'entraînais que le soir. J'allais au club le soir à Levallois, et du coup les 2 jours où j'étais un peu complètement off, je m'entraînais. C'était pas off, c'était du sport. Donc je m'entraînais le matin avec mon préparateur physique, et puis l'après-midi soit les assos, soit la leçon avec mon entraîneur. Et depuis la pandémie, du coup, là, j'ai 2 séances de préparation physique. D'accord. 2 séances de préparation physique que j'arrive à mettre dans la semaine, et j'ai 2 leçons. Et j'ai 2 leçons avec mon entraîneur et une séance d'assaut. Ce qui fait qu'en volume horaire, en résumé, avant, j'étais plutôt entre 20 et 25 heures d'entraînement. Par semaine? Ouais, par semaine. Et puis actuellement, je suis plus aux alentours des 8-10 heures, quoi. Donc, on a réduit de moitié les entraînements. Et puis, comme tu sais qu'en France, les salles d'escrime, enfin, tous les salles de sport sont fermées. De pas pouvoir, d'avoir d'opposition, de pouvoir faire des matchs, c'est le plus compliqué pour nous à l'escrime, parce que du coup, t'as besoin d'avoir un adversaire. Bien sûr. Et puis, en fait, heureusement qu'on a cette séance d'assaut par semaine pour pouvoir continuer à avoir de l'intensité d'assaut et puis des matchs, quoi. Alors, bientôt, les compétitions vont certainement reprendre. Les tournois qui doivent confirmer la qualification vont reprendre. Comment tu te sens par rapport à ces échéances? Alors, j'ai envie de te dire, la chance, le manque de chance et la chance font que quand t'arrives dans ce contexte-là, où tu t'entraînes beaucoup moins, je m'entraîne, mais beaucoup moins d'opposition, ça veut dire que tu vas arriver avec pas beaucoup de certitude. Mais par contre, tu vas arriver avec beaucoup d'envie. Et cette envie, quand tu arrives à un certain niveau qui est le nôtre, quand t'es dans le top 30 mondial, tes qualités d'escrime, tu les perds pas du jour au lendemain, mais tes repères avec une séance d'assaut, t'arrives quand même à les récupérer au fur et à mesure. Donc, je me dis que de toute façon, cette compétition-là, ce sera une opportunité de pouvoir vraiment être au maximum de l'envie, et après de pouvoir techniquement, tactiquement, c'est quelque chose qui va venir quand tu fais ça vraiment pendant 15 ans, t'as des automatismes, t'as des choses qui vont revenir. Donc là, on part la semaine prochaine en Russie. On a 2-3 jours avant la compétition. Mais tu vois, ces 2-3 jours, ça va être 2-3 jours d'entraînement où je vais pouvoir me confronter à d'autres athlètes. Et comme ça, le jour arrivé de la compétition, j'aurai déjà un peu plus de repères et plus l'envie. Franchement, je me prends pas la tête, quoi. D'accord. Là, tu vas pour des réglages. Tes objectifs par rapport aux compétitions à venir sont clairs. Tu sais pourquoi tu y vas, quoi. Effectivement, en fait, là, je sais. On en avait discuté un peu. Du coup, comme t'as dit, moi, je sais plus ou moins que je suis pratiquement qualifié. Alors, mathématiquement, c'est pas encore fait, mais je suis quasi qualifié pour Tokyo.
Donc toutes ces compétitions là qui sont jusqu'à Tokyo sont des compétitions. Ça c'est faut pas oublier. Mais par contre c'est des compétitions de réglage et aussi de voir aussi comme à quel niveau je suis par rapport à mes adversaires. J'ai moins la pression par rapport à d'autres athlètes qui vont être dans la course pour la qualification au point et ce stress de se dire est-ce que je vais être qualifié ou est-ce que je vais pas me qualifier. Je trouve, excuse-moi, je t'ai interrompu, Houssem. Je trouve que c'est intéressant ce que tu dis. Tu as ta planification annuelle de stage de compétition et tu dis chaque compétition a son objectif. Il y a des compétitions où tu vas pour gagner, pour marquer des points, et des compétitions où tu vas pour faire des réglages. C'est pas la vie, c'est pas je dirais la médaille qui compte. C'est vraiment l'objectif que tu mets en place et l'atteinte de cet objectif qui est intéressant. Alors effectivement, quand tu fais un peu de la planification de performance, automatiquement tu as des compétitions où tu vas pas être dans ton pic de performance, où tu vas être à devoir gérer un peu une surcharge d'entraînement, tu vas être une période d'entraînement où tu vas être axé sur le physique, axé sur la tactique. Et en fait, quand tu planifies tes compétitions avec un an, et puis c'est vrai que là c'était une qualif olympique, il fallait marquer des points, et que tu arrives à la fin de l'échéance et que tu te dis bon, t'as l'échéance de Tokyo, et de te dire il va falloir maintenant te focaliser d'être performant à Tokyo. Donc tout ce qui est les étapes avant, c'est des étapes de réglage comme tu dis, et même j'ai envie de te dire de façonnage. De façonnage du métal que tu pourrais avoir à Tokyo. Et en fait, tu te focalises sur vraiment travailler tous les aspects tactiques, physiques, voir un peu, comme je te disais, où est-ce que tu en es par rapport à tes adversaires. Et après, quand tu es dans la compète, tu restes dans la compète, mais tu as cet objectif-là en tête. Tout à fait. Alors, si je dois résumer, tu as ta planification, tu t'entraînes avant à peu près 25 heures en moyenne par semaine. Aujourd'hui, avec la pandémie, ça s'est réduit à moitié à peu près, 10 heures par semaine. Et tu as ta planification des stages, des compétitions, et les compétitions aussi chaque compétition a ses objectifs. Objectif médaille, objectif point, objectif réglage, façonnage, etc. Tu as parlé de la préparation mentale. Tu fais de la préparation physique, de la préparation technique, puis de la préparation mentale. Comment tu fais et quel est son impact sur l'amélioration de ta performance? Alors effectivement, moi j'étais quelqu'un qui était plutôt pas sûr de lui, donc plutôt quelqu'un de craintif, pas à l'approche de la compétition, mais plutôt dans mes qualités et de pouvoir revenir au très haut niveau. Et comme tu sais, il y a eu une période où j'avais pas eu de compétition et de revenir en fait à très haut niveau, c'était un peu cette crainte de me dire est-ce que je vais réussir, pas réussir. Tout à fait. Et en fait, c'est tout à fait ça. Et en fait, le travail avec Magali Baton, ma préparatrice mentale, a été en fait de lever tous ces doutes-là, de me dire Oussam, c'est normal que tu aies des doutes, c'est normal que tu sois en train de douter. Tout le monde doute, tout sportif doute. Maintenant, il faut que ce doute ne t'use pas et ne te dérange pas quand tu es sur la piste. Et en fait, tout ce travail de cheminement, on a beaucoup travaillé. On a commencé à travailler déjà quand j'étais plus jeune. On avait coupé un peu parce que du coup, ça se passait bien et que moi, j'arrivais à un peu gérer tout ça. Elle m'avait donné pas mal de billes pour pouvoir gérer ça. Et arrivé en fait à la période pré-olympique, donc l'année la saison juste avant donc 2018, au moment des Jeux méditerranéens, l'année 2018-2019, là où la qualif commençait à être importante, enfin les points commençaient à être importants, on a travaillé ensemble. Et en fait, on a retravaillé sur un peu ces leviers de préparation mentale qui peuvent me faire passer des caps. Et c'est vrai que ce travail-là, c'est ce qui m'a permis aussi de faire quart de finale en Coupe du Monde, de pouvoir gagner des championnats d'Afrique 2 années de suite, de pouvoir rentrer dans le top 20 mondial, de pouvoir être bien classé. Et en fait, la préparation mentale, c'est pas quelque chose il y en a certains qui ont besoin de ça en permanence. Il y en a certains qui ont besoin de vraiment quelques rendez-vous
pour pouvoir mettre en place une routine, pour pouvoir mettre en place une stratégie, comme la planification d'entraînement. Hein. Et c'est vrai qu'avec Magali, on s'est beaucoup vu pendant une année, jusqu'à la pandémie. On savait par message, on savait par visio. Quand je partais en Colombie, on arrivait à se joindre par WhatsApp, se faire une petite séance visio pour pouvoir discuter un peu de la compète du lendemain. Et du coup, en fait, moi, ça fait partie intégrante de mon entraînement. Et tu as senti et tu témoignes de l'impact d'une préparation mentale sur la performance et ce qui est indispensable aujourd'hui pour tout sportif de haut niveau en quelque sorte. Bien sûr, elle me donnait souvent l'exemple de Jamel Bourras qui était judoka. Oui, qui a fait il était champion olympique de judo. Il a été champion olympique et elle me disait à Atlanta, ouais. Et elle me disait en gros, c'est quelqu'un qui arrivait dans sa tête, il se disait de toute façon, je suis le meilleur et je vais détruire tout le monde. Et des athlètes qui pensent comme ça, il y en a très peu. Il y en a très peu en fait qui arrivent, des gens qui arrivent et qui pensent qu'ils vont écraser tout le monde. Au final, il y en a très peu. Et c'est pour ça que la partie préparation mentale, elle a un impact on va dire d'autosatisfaction. Oui, bien sûr. Et c'est quelque chose. Ouais, si je peux me permettre, Houssem, c'est la préparation mentale. Ce sont aussi des techniques, des outils qui vont permettre à l'athlète de prendre confiance en lui-même, d'avoir de l'assurance, de savoir comment gérer son doute, d'avoir géré son stress pour qu'il soit un stress positif et qui le propulse vers la réalisation de ses objectifs. Effectivement, et c'est tout le travail de la préparation mentale que j'ai faite avec Magali et que je vais continuer à faire avec Magali. Et Magali qui était aussi une ancienne championne de judo. Ouais, qui a été championne de judo, qui était championne du monde de judo. Ouais. Houssem, est-ce que tu as aussi un suivi médical par rapport à ta préparation, des séances de kiné pour faire de la prévention blessures, etc. Alors ouais, j'ai de la chance. Je suis quand même pas mal entouré de par mon métier. J'ai un ami qui est ostéopathe et qui me suit assez régulièrement. D'accord. Et je travaille dans une maison de santé. Il y a un médecin du sport avec qui je travaille beaucoup. Et dès que j'ai des soucis un peu de santé, je lui en parle. Et puis j'ai très peu de soucis de santé, hein. Mais c'est vrai que des fois, il peut m'arriver des petites douleurs, des petites gênes. Donc c'est vrai que c'est indispensable quand on est sportif de haut niveau. On va dire que ça fait partie également de l'entraînement. À l'escrime beaucoup moins que dans certains sports beaucoup plus traumatisants. Mais ça fait partie. Houssem, je voudrais te demander, est-ce que ton ostéopathe, tu le vois quand tu as mal, quand tu es blessé, ou tu le vois aussi en période sans blessure pour faire de la prévention et préparer aussi ton corps et permettre à ton corps de récupérer grâce à ces séances d'ostéopathie? Alors moi pour pas te mentir, je le fais très souvent en fait avant les compétitions, pour un peu lever les tensions que t'as accumulées pendant tout l'entraînement, pour au travail aussi, parce que t'as certaines positions au travail qui sont pas spécialement en adéquation avec ton sport. Et c'est vrai que moi je le vois très souvent avant les compétitions pour pouvoir être dans les meilleures dispositions en compétition. Après, je pense que de pouvoir le voir, c'est un très bon ami à moi, c'est un de mes meilleurs amis et je pourrais le voir un peu plus régulièrement. Mais bon, moi, j'ai très peu de soucis de santé, donc du coup, c'est souvent on en discute, on se dit tiens, j'ai telle douleur ou tiens j'ai telle gêne. Comment tu penses que je peux optimiser mon étirement, mon entraînement, ma nutrition, pas mal de choses quoi. Justement, Houssem, en parlant de nutrition, est-ce que tu as une nutrition à part? Est-ce que tu as un régime particulier? Ou est-ce que tu manges tout? Est-ce que la nutrition est importante dans la performance? Alors, je pense que la nutrition est super importante dans la performance. Moi, je suis quelqu'un qui mange vraiment beaucoup. Et je mange beaucoup et je suis pas très épais, mais je mange beaucoup. Et c'est vrai que en fait, la nutrition, je me rends compte que
j'ai fait un gros gain de poids en fait il y a quelques années parce que je me sentais très frêle et j'ai un gabarit qui est quand même assez petit pour de l'escrime mais ils sont tous assez grands et costauds et je m'étais dit qu'il fallait que je m'épaississe un peu dans mon jeu. Donc du coup, j'ai pris quand même pas mal de kilos, j'ai dû prendre 6-7 kilos et de pouvoir en fait gérer ces 6-7 kilos, que ça soit du muscle et que ça soit pas que de la nourriture. Oui. Bah j'ai dû faire appel à une diététicienne qui m'a aidé. D'accord. Et du coup bah maintenant il faut que je fasse vraiment attention parce que quand tu fais une grosse prise de poids, l'effet yo-yo est un peu dur à contrôler et c'est vrai qu'il faut faire super attention à ça. Et alors, une bonne nutrition, Hussein, pour un sportif de haut niveau, c'est quoi? C'est un bon petit déjeuner, un bon déjeuner, un bon dîner, je dirais un goûter, ou est-ce que c'est, comment tu t'organises, quels sont tes horaires de repas, qu'est-ce que tu manges concrètement? Alors, moi, j'essaye de pas me faire des repas déjà préfaits. Je me dis toujours, voilà, il y a un calcul de base que j'avais fait avec la nutritionniste et la diététicienne. C'était quel était en fait l'apport calorique qu'il me fallait en fonction de l'entraînement, en fonction de la période dans laquelle j'étais, de voir un peu aussi mon métabolisme de base, de voir un peu quel était le nombre de calories qu'il me fallait. Et après, de voir en fonction de ce nombre de calories, de pouvoir un peu gérer, de pouvoir planifier, prendre un bon petit déjeuner, peut-être moi qui suis souvent au cabinet ou qui suis souvent entre deux entraînements, de peut-être manger quelque chose d'un peu plus consistant à midi et un peu moins le soir, et de pouvoir manger peut-être avant l'entraînement et un peu moins le soir. Donc ça, c'était des planifications et c'est vrai que là, en période maintenant, je fais 4 repas normaux entre petit déjeuner, un goûter et on pourrait dire une collation un peu avant l'entraînement et puis un dîner. Et en fait, j'essaye d'espacer mon apport calorique vraiment sur toute cette période-là. Alors, si je peux me permettre, il y a des sportifs qui font du sport de haut niveau qui malheureusement ne performent pas et qui s'entraînent régulièrement, sauf que quand on regarde comment ils mangent d'une façon anarchique, ils mangent beaucoup de produits transformés, beaucoup de produits déséquilibrés, soit beaucoup de sucre, soit beaucoup de graisse, soit beaucoup de lipides, et puis qui grignotent aussi beaucoup, qui mangent beaucoup de barres de chocolat entre les repas, qui boivent beaucoup de soda, pas assez d'eau. Est-ce que quel conseil, je dirais, j'ai envie de dire consigne tu peux partager avec eux, quel conseil tu peux leur donner? Alors, je suis peut-être le mauvais exemple, mais je dirais qu'il faut savoir faut savoir avoir un moment pour tout. C'est si tu veux être performant, ton équilibre alimentaire est indispensable. On a de la chance, mais dans notre culture, on a quand même des plats qui sont plutôt faits à la main. Que dans la cuisine marocaine. Donc au final, moi je mange un peu de tout, mais on a quand même un certain savoir-faire avec des fruits frais, des légumes frais. Et en fait, je pense que c'est indissociable, comme tu disais, la performance et la nutrition. Tu peux pas, désolé du terme, mais si tu manges des conneries, sur la piste tu feras des conneries. Alors, et ça va te perdre. Ça veut pas dire que si tu manges bien, tu feras des choses bien, mais en tout cas, tu mettras les chances de ton côté pour pouvoir être performant. Alors, en parlant de la nutrition, est-ce que le sommeil a un impact ou une importance dans la performance et dans la récupération? C'est indispensable. Moi, c'est quelque chose que j'avais fait tout jeune. C'était de faire une analyse du sommeil. J'avais fait une analyse du sommeil en voyant combien de temps j'avais de sommeil profond, combien d'heures il me fallait pour dormir. Moi qui dors beaucoup, je suis quelqu'un qui dort énormément. J'ai besoin de... Quand tu dis je dors énormément, tu dors quoi? 8 heures, 9 heures, 10 heures en moyenne? Je dors entre 7h30 et 9 heures par jour. Donc il y a certaines personnes qui ont besoin de 6 heures, d'autres qui ont besoin de 18 heures, de 8 heures.
Et de 10 heures, moi j'ai besoin entre 7h30 et 8 heures par jour de sommeil profond. D'accord. Ce qui veut dire que il faut se réveiller assez tôt pour aller travailler ou pour aller à l'entraînement. Et il faut quand même dormir assez tôt pour pouvoir être performant. Et alors, toi qui es dans le paramédical, aujourd'hui, on sait très bien que les réseaux sociaux, les écrans bleus, les connexions tardives perturbent énormément le sommeil. Quel conseil tu donnerais à des jeunes sportifs en herbe qui justement sont aussi des proies à ces nouvelles technologies et à ces réseaux sociaux? C'est quelque chose qui est quand même assez récurrent, mais comme question. Et en fait, d'éteindre son téléphone 1 heure avant de dormir, c'est quelque chose qui doit se faire naturellement. Est-ce que toi tu le fais, Houssem? Est-ce que tu le fais ça? Moi, j'essaie de le faire le plus souvent possible. Et j'éteins mon téléphone. Alors, je le mets en mode avion, ou je le mets en mode je mets ne pas déranger, et j'essaie de le faire. Mais après, voilà, des fois il y a des contraintes, que ça soit professionnel, que ça soit familial, qui font que t'es obligé d'être sur le téléphone. T'es obligé d'être sur le téléphone. Mais il faut faire très attention à ça, parce qu'au final, plus de temps tu passes sur ton téléphone, plus tard tu finis. Enfin, plus tard tu dors, et moins de sommeil tu as. Tout à fait, ouais. Et alors, Houssem, si je résume comme ça tes paroles depuis tout à l'heure, ce que je trouve très intéressant, tu as 28 ans, tu es septième à la Coupe du Monde en 2019 à Berne, tu es 19e mondial, pratiquement qualifié aux Jeux Olympiques. On peut dire que c'est super, il a de la chance. Mais quand je t'écoute, je veux dire, tu fais de la bonne préparation physique avec un spécialiste de la préparation physique. 2, tu fais de la préparation technique avec un maître d'armes, ton professeur, comme tu dis. Tu fais des assauts, tu te prépares. Tu fais attention, tu fais de la préparation mentale avec une spécialiste, Magali Battan, renommée d'ailleurs. Tu fais, je dirais, attention à ton alimentation, tu as un suivi médical, ostéopathique, tu fais attention, tu as fait une analyse du sommeil, tu travailles toujours et tu fais appel, je dirais, aux spécialistes et aux professionnels pour t'accompagner. J'ai envie de dire que le sport de haut niveau, c'est pas du hasard, ça, c'est un écosystème et il faut vraiment équilibrer chaque élément de cet écosystème en quelque sorte. Effectivement, et puis tu vois, comme tu dis, moi j'ai des attentes qui sont peut-être encore plus hautes que cette 19e place, ou que j'ai encore envie de progresser, de pouvoir peut-être être dans le top 10 après les Jeux, de pouvoir être beaucoup plus régulier dans ce top 10. Mais en fait, objectif pour les Jeux, Hassan, c'est quelque chose que je garde pour moi. C'est quelque chose que je garde pour moi, et je respecte. Ouais, c'est quelque chose au final qui, ça sert à rien de donner des objectifs. Enfin, moi je l'ai, mon objectif personnel, mais de donner un objectif qui au final, comme je te disais tout à l'heure, qui te mettra peut-être un peu la pression et qui te fera penser à te dire j'ai cet objectif là, au final j'ai envie de te dire, vaut mieux parler en termes de performance que en termes d'objectif pur. En tout cas, autant que l'objectif, ton parcours et comment tu prépares l'objectif est aussi riche d'enseignement, et c'est ce que nous sommes en train de faire en quelque sorte. Alors moi j'ai une question, Houssem, avec tout ce que tu nous as raconté. Quand est-ce que tu prends le temps quand même pour travailler, parce que tu es, comme j'ai dit tout à l'heure, tu es pédicure podologue, tu as un cabinet en tant que profession libérale, tu es à ton compte. Comment tu fais pour, je dirais, concilier entre cette vie de sportif de haut niveau qui est très prenante et qui demande beaucoup d'implication de ta part, et aussi ton métier de podologue? Alors effectivement, c'est super dur parce que malgré que tu es une organisation carrée depuis, alors je suis en sport-études depuis l'âge de 15 ans. J'ai réussi, j'ai des horaires aménagés, j'ai des planifications d'entraînement, des choses comme ça depuis tout jeune. Mais au final, la vie active, c'est quelque chose de complètement différent. Et la vie active en tant que libéral, c'est encore pire, j'ai envie de te dire, parce que tu as pas des horaires de bureau. Tu peux commencer à 8h le matin et finir à 21h le soir. Il faut être à la disposition de son patient et de pouvoir
accueillir ses patients et d'être performant dans notre travail. Et moi, j'avais fait le choix depuis 2018, du coup, depuis que je sais que je suis dans la course pour les Jeux Olympiques de Tokyo, de travailler que 3 jours par semaine. De me dire, en fait, ces 3 jours et demi par semaine, je vais travailler pour penser à autre chose, que de l'escrime. Et de pas me focaliser seulement que sur l'escrime. Parce que quand tu as un objectif aussi important que les Jeux Olympiques, ça peut te ronger un peu cet esprit et de pas avoir, on va dire, cette zénitude que tu pourrais, que tu dois avoir quand tu as une période de qualification et que tu dois aller chercher une qualification. Et je m'étais dit que de toute façon, l'escrime ne fait pas gagner ma vie entièrement. Par contre, ça va me permettre de travailler et ça va me permettre de pouvoir penser à autre chose de travail et de pouvoir voir autre chose que de l'escrime. Quand je suis au cabinet, je parle très peu escrime avec mes patients. Je parle de la vie de tous les jours, et en fait, on parle très peu escrime. On en parle là maintenant parce que très souvent les patients me disent mais les Jeux Olympiques ont été reportés, comment ça se passe mais sinon je suis assez discret par rapport à l'escrime pour pas me polluer cet esprit au travail en me disant que le travail c'est le travail, l'escrime c'est l'escrime. Et du coup ça me permet d'avoir un équilibre. Alors effectivement, comme tu sais, quand tu es sportif de haut niveau, tu as des sacrifices à faire. Je sors beaucoup moins avec mes copains. Mes parents, je les vois souvent parce qu'ils habitent la même ville que moi. Mais par contre, voilà, j'essaye de les voir en journée, de pas trop rester le soir parce que très souvent, papa, maman, ils sont contents de nous avoir le soir et ils veulent pas trop qu'on rentre à la maison. Mais là, en ce moment, on en profite comme ça et on arrive à avoir un équilibre comme ça dans notre vie, quoi. Donc, c'est une question d'équilibre et d'organisation. Et moi, je voudrais savoir cette vie quand même assez exigeante, assez organisée entre travail, sport de haut niveau. Est-ce que parfois tu n'as pas des doutes? Est-ce que parfois je me permets l'expression, est-ce que parfois tu n'en as pas un peu marre? Qu'est-ce qui fait comment tu fais pour alimenter cette motivation depuis quand même pas mal d'années? Mais après, c'est une remise en question tout le temps. Hein. Tu sais, quand tu fais du sport au niveau, tu doutes par rapport à ta pratique sportive. Et après, tu doutes en te disant, mais en plus, surtout que nous, on fait des sports amateurs, mais qui demandent un engagement digne de professionnel. Tout à fait, oui. Et des fois, tu te poses la question, tu te dis, mais je perds du temps pour du sport, alors que très souvent d'autres personnes travaillent 5 jours sur 7 et en fait tu te poses la question et la réponse est tellement simple. Tu te dis mais cet équilibre que tu as depuis tellement d'années, mais les personnes qui travaillent 5 jours sur 7 ou qui elles n'ont pas cet équilibre et elles n'ont pas ce plaisir de pouvoir vivre de leur passion et pouvoir pratiquer leur passion à ce haut niveau qui est le mien ou qui est le nôtre en tant qu'athlète de haut niveau. Et en fait cette réponse elle est vite tu t'y réponds très rapidement en te disant ça. Est-ce que cette promesse que tu t'es faite à toi-même quand tu avais 10 ans, 11 ans, en t'envoyant une lettre en disant « Houssem, tu participeras aux Jeux Olympiques », est-ce que c'est pas une source aussi de motivation qui te permet de garder cette énergie, de dire « Bon, j'ai une promesse envers moi-même et je veux la tenir, quoi ». Oui, effectivement. Et puis ça permet aussi de dire que t'as pas fait tous ces sacrifices pour rien, que tu t'es alors qu'il y ait les Jeux Olympiques ou pas. Hein, parce que je pense que pour tout athlète, quand tu t'engages dans un sport, comme je te disais, il faut pas voir seulement le but. Il faut voir aussi la performance que tu as faite. Il y a des personnes qui peuvent être qualifiées aux Jeux Olympiques et qui sont pas contents de leur performance. T'en as d'autres qui vont se battre pendant toute la période olympique, qui vont pas se qualifier et qui vont être contents de leur performance parce qu'ils se sont donné les moyens d'être performants. Alors bien sûr, il y aura la déception de la non-qualification ou du non-résultat. Mais au final, quand tu regardes la performance,
bah tu te dis, bah je me suis quand même bien donné. J'ai donné le maximum de ce que je pouvais, sans regretter. Ce qui est Et important. ça c'est ce que m'a beaucoup appris Magali aussi, parce que avant j'étais très focalisé sur le résultat. Et elle m'a appris à travailler vraiment étape par étape en mettant des micros objectifs à chaque fois et en travaillant sur comme je te disais tu parlais de la planification tout à l'heure des résultats de chaque compétition et tout, bah de planifier maintenant chaque compétition, quel est son objectif, quel est son et quand tu parles en planification, tu parles en performance, tu parles pas en résultat. Tout à fait. Tout à fait. Et du coup voilà, c'est comme ça que je fonctionne maintenant depuis 3 ans. Tu me fais penser à une phrase qui dit la chose suivante. Ce qui est important, c'est pas d'être le meilleur, c'est de donner le meilleur de soi-même. Effectivement, c'est ça le sport à haut niveau. C'est que un gagnant, il n'y en a qu'un. Le médaillé olympique d'or, il n'y en a qu'un. Et tout le monde a envie d'être celui-ci. Mais il faut donner le meilleur de soi-même pour pouvoir le faire déjà. Alors, mes parents, mon entourage, ma famille, mes amis, c'est indispensable. C'est eux qui me poussent à faire mes résultats, c'est eux qui me poussent à m'entraîner, c'est eux qui me poussent à me motiver tous les jours pour réussir. Tu as un soutien inconditionnel de ton entourage. Ouais. Alors ça depuis tout petit, hein, mes parents n'ont jamais douté du fait que je fasse du sport au niveau. Ils m'ont toujours poussé à aller au maximum de moi-même, et puis même des fois où j'étais un peu déçu, où j'avais envie de lâcher, ils m'ont toujours poussé à me dire mais Oussam, non, continue parce que de toute façon ça viendra. Et ça, je leur remercierai jamais assez. Et puis d'avoir un entourage d'amis sportifs. Alors moi j'ai 6 amis d'enfance qui viennent tous du milieu sportif, certains à haut niveau et d'autres un peu moins. Et en fait, d'un peu c'est chambrage, c'est ah mais tiens, de pouvoir voir telle compétition, il y a un copain qui vient la suivre, ou les copains qui suivent sur les réseaux, tout ça. Et en fait, toute cette motivation là me pousse en tout cas à être le meilleur et de pouvoir donner le meilleur de moi-même. Je peux pas me décevoir, et je peux pas décevoir les personnes qui m'entourent, pas par résultat mais par engagement. C'est intéressant ce que tu racontes parce que ça montre à quel point le sport de haut niveau est un projet qui est mené, piloté par le sportif lui-même. Mais ce projet, il faut qu'il associe et l'entourage familial et l'entourage, je dirais, social, amical, etc. Ouais, bien sûr. Et Oussam, quelle est ta relation avec le Maroc? Comment tu as rencontré l'escrime marocain pour participer au nom du Maroc? Alors, moi, du coup, comme tu sais, j'ai commencé l'escrime en France. J'étais en équipe de France jusqu'à 2007. J'étais en équipe de France jusqu'à 2014 en équipe jeune. Et puis, en 2010, la fédération marocaine, qui n'était pas encore très structurée, me contacte. Je venais d'être vice-champion d'Europe. J'étais présélectionné pour les Jeux Olympiques de la jeunesse, et qui étaient à Singapour, les premiers. Et moi, je me disais toujours, bon, tant que la fédération n'a pas une structure vraiment fiable, je resterai en France. Je suis rentré à l'INSEP. À l'INSEP en 2014, je suis dans les 10-15 meilleurs Français. Mais je vois que je vais pas faire les Jeux Olympiques maintenant. Je pourrais les faire dans 4 ans, je pourrais les faire dans 8 ans, mais pas maintenant. Et le Maroc commençait à avoir une fédération structurée. D'accord. Et moi, par développement personnel, et puis mes parents qui me disaient, bah écoute, ça serait bien de présenter le Maroc, ça faisait un moment. Et puis moi, j'y pensais au fond de moi-même. Je me suis dit, à chaque fois, dès que j'étais tout jeune, quand on me demandait, t'es marocain ou t'es français, je disais, je peux pas choisir entre mon père et ma mère. Donc au final, j'étais autant français que marocain. Et pourquoi choisir quand tu as les deux? Exactement. Et du coup, en fait, à ce moment-là, j'ai la fédération marocaine, Monsieur Fatih Youssef,
qui me contacte et qui me dit, bah écoute, moi j'ai un projet pour monter une équipe performante pour 2020, pour 2024 et peut-être pour après. Du coup, déjà c'était pour 2016 et après il y a eu un imbroglio avec la fédération française qui a refusé de me libérer. Du coup, ça avait fait sauter les jeux de 2016. Et du coup, on avait un projet pour 2020 et 2024. Et du coup, en fait, moi, comme je te disais, la lettre parle d'elle-même et mon objectif était d'être performant et que ce soit avec la France, avec mon père ou ma mère, ou entre la France et le Maroc, bah, tant que j'étais performant et que je représentais un de mes deux pays, bah, j'étais le plus heureux et de là est venu le choix de venir représenter le Maroc en 2017. Et je pense qu'il y a un programme très ambitieux et qui a donné ses fruits et ses résultats. Effectivement, il y a le travail de la fédération qui est autour, il y a le travail du comité olympique. C'est indéniable, il y a le travail sans mettre au nom de la fédération, mais le travail de Youssef Fatihé qui a vraiment fait tout pour que l'escrime marocaine soit au niveau qu'elle est actuellement. Tout à fait. Alors, Hussam, on arrive vers la fin de notre entretien sportif. Maintenant, je voudrais te proposer un autre registre un peu plus décalé. Je te demande juste de me donner des réponses spontanées et allez. Voilà, je dirais à la bonne franquette. C'est ce que j'appelle le portrait chinois. Alors, Hussam, si tu étais un plat, tu serais lequel? Un couscous. Pourquoi? Parce que j'aime bien. D'accord. Si tu étais un animal, tu serais lequel? Je serais un koala. Un koala? Parce que tu aimes dormir? Ouais. D'accord. Si tu étais une couleur? Le rouge. Pourquoi le rouge? C'est dans les deux drapeaux de la France et du Maroc et c'est une couleur que j'apprécie énormément. Bien vu. Si tu étais une musique? Une musique, voilà. Si j'étais une musique. Tu réfléchis beaucoup, Hussam. Hein, ça ouais, là, je saurais pas te dire. Joker, alors. Joker, ouais. Si tu étais une émotion, tu serais laquelle? La joie. La joie. Si tu étais une personne célèbre? Raphaël Nadal. Ah, moi, je pensais que tu allais choisir Hussam El Kould. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément, malgré que j'ai comment ça s'appelle, j'ai Federer, mais Raphaël Nadal, j'ai vraiment très très peu de modèles à l'escrime, mais enfin, j'ai pas du tout de modèle à l'escrime, mais dans le sport mondial, Raphaël Nadal, c'est quelqu'un de l'abnégation, du talent, du travail, de la rigueur. Très bien. Une saison, tu serais laquelle? L'été. Pourquoi l'été? Pour venir au Maroc? Exactement. C'est les souvenirs d'enfance et j'aime bien le soleil et la plage. Donc. Si tu étais une ville, tu serais laquelle? Je serais Paris-Blanca. Pourquoi? Entre Paris et Casa, c'est deux villes que j'apprécie énormément. Très bien. Un sport, tu serais lequel? Le foot. Pourquoi? C'est le sport que j'adore et même bien plus que l'escrime. Quelle est ton équipe préférée au Maroc? Attention à ce que tu veux dire. Hein. Raja. D'accord, Raja, oui. Raja, tu vas avoir des problèmes la prochaine fois. Ouais, je sais, mais... Hussam El Kould, merci beaucoup pour cet bel échange, vraiment, pour ta sincérité. Si tu as un message pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, cette émission, ou pour des sportifs de haut niveau en herbe, tu leur dirais quoi? Quel conseil, quel message? Alors, moi, mon message, c'est ce que je dis aux plus jeunes de mon club, c'est croyez en vos rêves. C'est donnez-vous les moyens de vos rêves et si vous donnez les moyens de vos rêves, alors peut-être que vous n'allez pas y arriver, mais en tout cas, vous allez mettre toutes les chances de votre côté pour réussir. Donc, avoir un rêve, c'est croire en son rêve. Effectivement, ouais. Parce que personne ne le fera à votre place. Et ça reste, que ça soit un sport collectif ou individuel, la performance reste individuelle. Et le sport à haut niveau reste un sport individuel. Une pratique individuelle malgré qu'il y a des équipes, des choses comme ça. Mais la motivation est propre à chacun et il faut l'avoir.
Est-ce que le fait d'avoir un rêve et de croire en son rêve, ça nous donne de la motivation et de l'énergie positive pour avancer? Oui, je pense. Et ça permet de, comme tu disais tout à l'heure, on parlait de planification, de préparation mentale. Et je pense que d'avoir des objectifs, c'est dans la vie, même de la vie de tous les jours, d'avoir des objectifs, c'est indispensable. Personne peut marcher et se dire, ah, j'avance sans objectif. Hussam, merci beaucoup. Merci à vous, en tout cas. À très bientôt, Inch'Allah. À très bientôt, et puis merci encore pour cet échange. Merci à toi. Merci à vous tous pour votre fidélité, pour, je dirais, votre suivi. Et puis, à très bientôt pour d'autres parcours. Merci. Au revoir.